Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Tout d'abord évidemment, bonne année, meilleure santé, soyez prudents, protégez-vous parce que l'année 2021, même si beaucoup espèrent qu'elle soit meilleure et qu'elle a intérêt d'être meilleure que 2020, on essaye d'être un petit peu optimiste, mais malheureusement, force est de voir que les choses ne vont pas forcément dans ce sens-là. Advienne que pourra, nous verrons bien. Nouvel habillage, nouvelle année, saison 3, première vidéo donc de la nouvelle saison avec un nouvel habillage. Je vous informe que les zappings désormais seront intégrés à une playlist à part de la playlist Quoi de neuf, parce que je trouve que le format est intéressant et finalement est complémentaire des vidéos parce que ça permet d'avoir aussi des références par rapport aux vidéos dont parfois je fais appel sur mes argumentaires. On va pas perdre de temps parce qu'il y a plein de choses évidemment à voir sur l'évolution des choses. Concernant la vaccination, oui, la France ridiculisée parce que ne fait pas suffisamment de vaccins. Je crois qu'on est à plus de 500. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 janvier et le ministre Véran a annoncé qu'ils allaient accélérer les vaccinations. Moi, j'ai envie de dire que j'ai plutôt l'impression parce que à cette échelle, ce ne sont pas des gens idiots, donc quand ils voient qu'aux États-Unis on atteint 1 million, maintenant un peu plus d'1 million de gens vaccinés, que quasiment tous les pays qui ont lancé la vaccination sont aujourd'hui sur plusieurs milliers de vaccinés. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'ils sont toujours dans cet état d'esprit d'essayer de protéger leur cul, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, les essais ont été faits dans des conditions particulières, c'est-à-dire qu'on les a autorisés finalement à ne pas suivre tous les protocoles nécessaires avant la validation des vaccins et que aujourd'hui on sait que par exemple le Pfizer-BioNTech en réalité n'a pas fini sa phase 3 et finalement n'a pas commencé sa phase 4 dans les schémas de protocole, c'est-à-dire qu'en réalité la phase 4 c'est tout simplement la vaccination qui est en train de se pratiquer aujourd'hui à l'échelle mondiale. On a l'impression en effet qu'ils attendent, en fait, qu'ils essaient de gagner du temps, c'est-à-dire qu'ils essaient de laisser le temps couler pour voir ce qui se passe ailleurs, pour voir comment se passent les vaccinations, voir quels sont les problèmes, quel est le pourcentage de bénéfices-risques, alors que pour l'instant on est à peine 1 mois de vaccination. Je rappelle, le premier pays à avoir commencé à vacciner est la Grande-Bretagne le 8 décembre. Donc les campagnes de vaccination massive ont cet intérêt en réalité tout simplement d'essayer de commencer à élaguer, on va dire, les différents problèmes que peuvent susciter aujourd'hui ces vaccins. Je rappelle, aujourd'hui la vaccination massive s'effectue sur le Pfizer-BioNTech et sur le Moderna. Aux États-Unis, le Moderna va commencer à rentrer en action. Et aujourd'hui, on a appris que la Grande-Bretagne va commencer son modèle de vaccination avec le AstraZeneca qui a été développé en concordance avec Oxford University. Donc oui, voilà, en fait, les gens qui sont vaccinés actuellement sont des cobayes, pour essayer d'élaguer un petit peu tous les problèmes en matière d'effets secondaires et en matière d'effets à risque. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, pour l'instant, on reste sur des pourcentages très faibles, finalement. Alors oui, on entend sur Internet, il y a beaucoup de gens qui font référence à des personnes qui ont eu des problèmes de santé, qui ont eu des séquelles assez importantes. On a eu même des décès. Je crois qu'il y a eu un décès, en Suisse, il y a eu un décès au Mexique. Mais, je veux dire, sur la proportion aujourd'hui de gens qui sont vaccinés, on reste encore sur des pourcentages relativement faibles. Actuellement, comme je vous l'avais fait dans la référence dans ma précédente vidéo sur le nombre de gens qui ont eu des problèmes d'effets secondaires qui les ont plus ou moins pénalisés ou handicapés pour pouvoir continuer à travailler, donc ils ont été obligés d'arrêter de travailler
mais ce ne sont que des conséquences pour l'instant temporaires. On était sur 2,5 aujourd'hui, suite à l'évolution de la vaccination, on est sur 2,8. 2,8 donc % de gens qui ont des effets secondaires importants, au point qu'ils ont des incapacitances à pouvoir continuer à travailler. Mais je le rappelle, ce sont des effets secondaires temporaire. Il n'y a pour l'instant pas de statistiques sur des effets secondaires permanents, dont l'un qui actuellement circulait énormément sur Internet, qui serait des problèmes de paralysie faciale. Même là encore, hein, bon, je ne veux pas remettre en question l'authenticité de ces documents, mais on est encore une fois sur des pourcentages relativement faibles. Donc pour l'instant, la campagne vaccinale se passe plutôt bien. Mais attention, quand je dis elle se passe plutôt bien, nous n'en sommes qu'à un mois. Pour voir, je dirais, véritablement des résultats, on va dire, plus probants, il faut attendre moins minimum 6 mois. Et même 6 mois, c'est encore très très juste en matière de délai, parce que, évidemment, vu la spécificité de ces vaccins, vu leur mode d'action, etc., on n'a pas de recul, donc finalement, le recul, on va l'avoir maintenant. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui les gens qui se font vacciner, qui, selon les pathologies qu'ils risquent de développer, suivant les problèmes qu'ils risquent de signaler, eh bien, on pourra mieux affiner l'efficacité de ces vaccins. Donc c'est pour ça que oui, malheureusement, dans l'urgence, cette urgence sur laquelle beaucoup se reposent d'ailleurs pour faire valoir la vaccination et faire même presque culpabiliser les gens qui ne veulent pas se faire vacciner en balayant l'argument que on veut bien, c'est pas le problème qu'on veut pas se faire vacciner, mais on veut pas se faire vacciner avec un vaccin dont pour l'instant on n'a pas suffisamment de recul pour savoir quelles vont être les conséquences. Il faut savoir qu'il y a un rapport récemment qui a été émis, qui a commencé à être un petit peu, je dirais, les résultats de ces débuts de vaccination, où on a pu déterminer en effet une allergie là assez majeure sur des gens qui peuvent éventuellement avoir une allergie sur le PEG. Alors le PEG, je vous le mets ici, ce que ça veut dire, hein, c'est glyphosate, quelque chose de glyphosate ou glycérine, je ne sais plus. Et c'est un composé que l'on retrouve dans certains produits de consommation. Et malheureusement, du fait de cette consommation courante, eh bien, ça malheureusement provoque des allergies chez un certain nombre de gens. Alors, ces allergies, elles sont conscientes parce que les gens ont pu détecter, comme il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'ils sont allergiques à cause de ce produit. Et du fait que les vaccins possèdent dans leurs composants cet élément, eh bien, en effet, ça peut être une des raisons de provoquer un choc anaphylactique. Je rappelle, ici aux États-Unis, le CDC a donc donné des consignes sur la présence de médecins, sur des questions bien précises, et que si les personnes qui ont des allergies se font vacciner, elles doivent rester au minimum entre 15 et 30 minutes sur place pour justement intervenir si jamais ils font une réaction immédiate au vaccin. Donc voilà, on suit un petit peu l'évolution des choses. Pour vulgariser, en réalité, eh bien, tous les gens qui sont en train de se faire vacciner, eh bien, vont permettre d'élaguer un petit peu les niveaux de risque par rapport aux différentes pathologies. C'est-à-dire, finalement, eh bien, c'est la phase 4, finalement, qu'on est en train d'opérer, mais on l'opère de façon à grande échelle, pour essayer justement de peaufiner un petit peu les effets que peuvent avoir ces types de vaccins, plus particulièrement sur des pathologies fragiles, des pathologies particulières. Je rappelle, Pfizer, BioNTech, a bien émis sur son rapport qu'ils ont écarté dans leurs essais, c'est-à-dire dans le panel des essais qu'ils ont utilisés, ils ont écarté une proportion non négligeable de gens allergiques. C'est-à-dire qu'ils ont pris en fait une très très faible portion de gens avec allergie, parce qu'ils savaient déjà que les allergies pouvaient éventuellement fausser peut-être le résultat final. Donc c'est pour cette raison qu'il y a aujourd'hui dans certains pays une focalisation à bien faire attention à ce que les gens qui se font vacciner soient bien conscients de leur
pathologie, de leur potentielle allergie, étant alertés ou avertis de leurs allergies, et alertés évidemment des risques de se faire vacciner avec ces vaccins. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant en ce qui concerne les vaccins. On ne peut que suivre actuellement l'évolution des choses. Petit bémol, gros bémol même je dirais, sur les médias. Tout simplement, c'est-à-dire que les médias ne font pas leur boulot, de suivre les choses de façon constante, de façon transparente. Les médias jouent en fait la carte propagandiste du vaccin, il faut vous faire vacciner, faites-vous vacciner, etc. Avec tout évidemment ces lois, d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui ou demain que va être représentée la fameuse loi sanitaire qui doit pouvoir permettre au Premier ministre de donner ou de prendre des décisions à l'encontre de gens qui pourraient être potentiellement considérés comme étant un risque sanitaire s'ils ne se font pas vacciner. Voilà, j'ai envie de dire, en effet, tous les complotistes qui sont en train d'expliquer sur Internet que la pandémie est en train de servir la mise en place de lois et de politiques liberticides et totalitaires, prenons des pincettes sur ce genre de propos, mais n'en négligeons pas le potentiel, c'est-à-dire qu'en effet, force est de constater qu'aujourd'hui, un certain nombre de lois sont proposées ou sont votées sous couvert de cette situation de pandémie, de cette situation sanitaire qui est en train de se dégrader actuellement aux États-Unis, parce que si en France, en effet, nous avons une pensée énorme pour les restaurateurs, les bars, les théâtres, les cinémas, qui viennent d'apprendre qu'il y a de fortes probabilités que le 20 janvier, il n'y ait pas de rouverture. Enfin là, voilà, c'est de la petite mort, quoi. Ça va être un véritable massacre économique. Et ici, aux États-Unis, ils attendent en fait la transition, c'est-à-dire ils attendent que Biden, le 20 janvier, prenne ses fonctions pour là commencer à reconfiner, reprendre des politiques de lockdown dans un certain nombre d'endroits aux États-Unis. Déjà à New York, Los Angeles, des décisions sont déjà prises pour commencer à refermer les restaurants, les bars, commencer à imposer des couvre-feux, etc. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge en fait. On est dans une continuité de situation qui mérite attention parce que derrière, on sent bien que ça va servir des intérêts politiques. Et évidemment, je le répète, et je le répéterai toujours, faites très attention parce que le grand reset est en coulisses et va émerger d'ici, je pense, le printemps, d'ici mars-avril. Et là, ça va être de très mauvaises surprises. Autre information également, et non des moindres, vous savez que nous espérons, surtout vous les Français, que tôt ou tard, la justice, la République, cherchera quand même des responsabilités à la situation dans laquelle a été gérée la Covid, c'est-à-dire de façon désastreuse. Et en cela, vous avez l'avocat de professeur Raoult, qui est un avocat relativement actif, puisqu'il a été saisi par un certain nombre d'associations et de mouvements pour porter plainte contre certains responsables, on va dire. Il faut savoir que vous avez eu, une des conséquences de ces plaintes, ça a été les réquisitions qui ont été faites chez certains responsables politiques, dont l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, pardon. Or, il s'est trouvé qu'il y a une information qui est arrivée aux oreilles d'une association qui a saisi donc cet avocat, qui est celui-ci, le nom m'échappe, mais je vous le donne ici, se trouve être aussi celui qui défend les intérêts du professeur Raoult, une rumeur comme quoi Agnès Buzyn, qui je rappelle a été démise de sa fonction dans laquelle elle avait trouvé une planque, on va dire, pourrait éventuellement quitter la France, et en quittant la France, évidemment, échapperait
à toute plainte et échapperait à toute mise en examen possible que l'enquête en cours pourrait éventuellement aboutir. Eh bien, on vient d'apprendre aujourd'hui que, bien, comme quoi hein, le copinage, ça marche toujours, Agnès Buzyn vient d'être nommée alors à un poste de secrétariat à la direction de l'OMS en Suisse. Et donc, Agnès Buzyn va pouvoir quitter la France pour aller opérer en Suisse. Et donc, si jamais, dans quelques mois, une enquête aboutit et finit par décider un juge de mettre en examen Agnès Buzyn pour sa gestion en 2020, eh bien, Agnès Buzyn est à l'abri puisqu'elle sera en Suisse. Et la Suisse fait partie de ces pays, comme la France, qui ne répondent pas à des extraditions. Donc voilà, c'est tout à fait symbolique. Hein, c'est-à-dire que quand on est une responsable politique et qu'on se devrait d'assumer ses responsabilités, on ne cherche pas à se recaser, et qui plus est à se recaser à l'étranger pour échapper à la justice française. Donc, elle est la première, mais je pense qu'elle ne sera pas la seule. Il y en a d'autres qui, à mon avis, vont certainement essayer d'échapper à leurs responsabilités. Autre responsable, pas politique cette fois-ci, mais scientifique. Souvenez-vous de Karine Lacombe. Karine Lacombe qui a été très rapidement montrée du doigt comme étant une des personnalités avec lesquelles il y avait des liens d'intérêt qui étaient des conflits d'intérêt. Souvenez-vous, c'est celle qui a défendu, en même temps que Blachier, le remdesivir de Gilead Sciences. Hein. On a des preuves aujourd'hui, puisqu'elle en a parlé sur certains plateaux télé, elle en a fait la promotion en disant voilà, c'est un produit très méritant, c'est un produit très prometteur, l'air de dire voilà, on a un produit qui va falloir suivre et qui va être très intéressant à utiliser. Bon, manque de bol pour elle, le CDC américain s'est finalement plié aux résultats d'essais du remdesivir pour dire ben non, tout compte fait, n'utilisez pas ce produit parce qu'il n'est pas efficace, voire même peut-être dangereux sur certaines pathologies. Eh bien, cette Karine Lacombe n'a jamais expliqué, ou ne s'est jamais expliqué devant la télévision pourquoi le remdesivir aujourd'hui n'est plus un produit à mise en avant. Pire que ça, aujourd'hui, elle a été décorée chevalier de la Légion d'honneur. Eh ouais, on continue, hein. On continue. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que quand je vous dis que tout est fait aujourd'hui pour détruire la crédibilité, détruire l'éthique d'un régime, l'éthique, la crédibilité, l'authenticité même d'un système pour finalement pousser les Français à se rendre compte que leur système ne fonctionne plus, que leur système est devenu pourri, corrompu et qu'il faut en changer. Jusqu'au moment où on fera une proposition où on ira chercher le consentement du peuple français. Un peuple français majoritairement ignorant, puisque majoritairement ne s'intéressant pas aux détails, ne s'intéressant pas aux petites lignes, et acceptera ce qu'on lui proposera comme étant la seule issue, hein, pour remplacer le régime défaillant. Donc voilà, ça rentre parfaitement dans la logique de cette politique, ça rentre parfaitement dans l'ambition de cette destruction globale de la République en récompensant des gens qui ne méritent pas d'être récompensés, en mettant en place des structures avec des gens incompétents, qui font que des conneries, mais qui sont tellement dans l'orgueil et dans l'ambition et dans l'arrivisme et dans la cupidité, qu'ils n'admettent même pas et n'admettront jamais leur incompétence, leurs erreurs, leurs responsabilités. Donc voilà, je veux dire, on est bien dans cette logique de ce que j'ai déjà expliqué dans un certain nombre de vidéos. Hein, ne soyons pas étonnés de la chose. Je finirai sur ce point en disant au moins on a une bonne nouvelle en ce début d'année en matière de justice. La justice britannique a décidé ce lundi 4 janvier finalement de ne pas répondre à l'ordre d'extradition des États-Unis en ce qui concerne Julian Assange. Julian Assange, pour ceux qui vivraient encore dans une caverne, c'est un de ces
fondateur de ce site qui s'appelle Wikileaks, qui a été un donneur d'alerte, on va dire, un lanceur d'alerte le plus connu d'ailleurs du monde, avec Snowden. Snowden d'ailleurs qui a obtenu la citoyenneté, ou je crois qu'il a obtenu un résident permanent en Russie, donc là-dessus c'est déjà pas mal aussi. Et donc Julian Assange qui était resté... alors je ne sais plus combien de temps, je crois qu'il est resté presque 3 ans, 3 ou 4 ans coincé dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, parce que évidemment la Grande-Bretagne, je rappelle rapidement, avait émis comment on appelle ça déjà, un mandat d'amener contre Assange parce qu'il n'avait pas répondu, je crois, à une convocation du juge concernant, je ne sais plus, je crois que ça concernait mais quelque chose d'autre complètement différent de la plainte qui avait été formulée par la Suède, puisque la Suède avait demandé aussi une demande d'extradition à l'Angleterre pour Julian Assange, pour répondre de plaintes d'attouchement ou de harcèlement sexuel sur mineurs ou un truc comme ça. Et du coup, Assange s'est retrouvé un petit peu coincé parce qu'il a bien compris que si jamais il se rendait à la justice britannique, il allait tomber dans un rouage où forcément les Britanniques allaient allaient traiter, on va dire, l'affaire qui le concernait dans l'instant, et ensuite le garder pour éventuellement répondre à la demande d'extradition de la Suède. Entre-temps, il s'est passé que la Suède a fini par abandonner sa demande d'extradition, parce qu'en réalité, sur Internet, on a fait très rapidement le lien sur le fait que si la Grande-Bretagne extradait Julian Assange en Suède, en réalité, la Suède était en fait une étape pour l'extradition vers les États-Unis. Donc les États-Unis ont été obligés, lorsque la Suède a laissé tomber donc sa demande d'extradition, de faire une demande d'extradition directement à la Grande-Bretagne. Le reste de l'histoire, on la connaît. Julian Assange a continué ses activités depuis l'ambassade de l'Équateur, sauf que le problème, c'est que l'Équateur a commencé à subir des pressions pour se désolidariser finalement de Julian Assange. Et un jour, Julian Assange, tout simplement, a été vendu par l'Équateur aux forces britanniques. Il a été emprisonné, alors apparemment dans des conditions très difficiles psychologiquement, etc. Sauf que la médiatisation évidemment de cet événement a fait que la justice britannique peut-être est en train de reconsidérer son positionnement, et parce qu'elle sait pertinemment que si jamais elle donne Julian Assange à la justice américaine, il y a de fortes chances qu'on ne revoie jamais Julian Assange. Il y a de fortes chances même peut-être qu'il y restera, parce qu'il sera condamné forcément à une très lourde peine. La preuve en est, c'est que la justice américaine a confirmé des plaintes contre Julian Assange. Alors évidemment, ils ont énormément chargé sur lui, puisque je le rappelle, les États-Unis n'ont jamais supporté que Julian Assange émette des informations sur ce qui s'est passé en Irak, ce qui a provoqué le scandale non seulement de l'usage de sociétés privées dans certaines missions et de dérapage suite à un massacre qui a eu lieu à cause je me souviens plus, je crois que c'est pas l'armée américaine qui a été mise en cause, mais c'était en fait cette fameuse société qui à l'époque s'appelait Blackwater, qui est depuis évidemment a fusionné avec une autre société, a racheté d'autres sociétés, a changé de nom parce que l'affaire a quand même entaché l'image de Blackwater. Sur, en effet, une mission qui a dérapé, et plusieurs civils ont été tués par ces mercenaires, puisque on peut appeler ça comme ça, des mercenaires, c'est normalement des salariés d'une société privée, mais ça a dérapé. D'autres dérapages aussi au sein de l'armée américaine, donc tout ça est passé devant le domaine public grâce à Wikileaks, et ça évidemment les Américains n'ont jamais supporté, et en veulent énormément à Assange d'avoir publié ces informations, entre autres informations par la suite,
puisque déjà Assange était dans le collimateur de la justice américaine au moment où Assange en a remis une couche pendant l'élection 2016, ou pendant l'élection 2016 ont été émis par Wikileaks évidemment les fameux mails de Hillary Clinton, ces fameux mails qui révélaient pas mal d'informations sur le fait que finalement elle n'est pas aussi intègre, qu'elle n'est pas aussi patriote qu'on pourrait le croire. Surtout qu'en plus de ça, ça a déclenché évidemment beaucoup de polémiques dans l'opinion américaine et en partie aussi et peut-être a provoqué le fait de confirmer aux yeux des Américains que finalement Hillary Clinton n'est pas et ne doit pas et ne devra jamais être présidente des États-Unis de par cette réputation qu'elle traîne depuis des années derrière elle avec sa fondation et son mari Bill Clinton, ancien président des États-Unis. Aujourd'hui, les Clinton sont définitivement grillés. Même si pendant un temps, il y a un an, avant qu'on commence à voir les candidats se confirmer, même si on a essayé de tester un petit peu l'opinion des Américains pour savoir s'ils seraient d'accord pour voir Hillary Clinton se représenter une deuxième fois pour l'élection 2020. Ce qui a été très rapidement expédié, puisque les démocrates se sont rendus compte que de toute façon Hillary Clinton est grillée, définitivement grillée même au sein des démocrates, au sein de la population américaine progressiste. Donc voilà, petite aparté concernant cette affaire. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez certainement des vidéos sur YouTube vous expliquant un petit peu tous les détails de ces affaires. Donc on comprend que, évidemment, Julian Assange, c'est le mouton noir, c'est le mauvais petit canard pour la justice américaine qui veut absolument le récupérer et le mettre à l'ombre. Des plaintes qui ont été déposées contre lui par la justice américaine, le procureur, je crois, a presque tablé sur 175 ans de prison. Donc ça veut dire que voilà, en gros, il y reste, définitivement. Donc au moins, voilà, une bonne nouvelle, c'est que la justice britannique, alors évidemment, elle a, on va dire, empaqueté un petit peu la raison de ce refus sous des prétextes psychologiques, sous des prétextes de risque pour la santé mentale de Julian Assange, mais très clairement, il semblerait que la décision était déjà prise depuis plusieurs semaines maintenant, puisque c'est une autorité qui décide de cela, mais que la date butoir devait être respectée et qu'apparemment un très très petit nombre de gens savaient déjà avant la fin de l'année que Assange ne serait pas extradé aux États-Unis. Mais le combat reste toujours présent pour essayer d'obtenir sa liberté pour qu'il puisse éventuellement éviter le pire de ce qu'il pourrait lui arriver, raison pour laquelle aujourd'hui un certain nombre de donneurs et de lanceurs d'alerte aujourd'hui sont recherchés et sont chassés par des services, parfois des services de renseignement complaisants, complices avec les services américains, pour tout simplement essayer de repérer tous ces lanceurs d'alerte. Et évidemment, pour l'opinion publique, les Américains portent énormément l'accent sur la Russie, les méchants pirates russes qui évidemment ne se gênent pas de faire ce que les Américains font eux-mêmes. Je rappelle, dans une précédente vidéo, j'avais mis un lien sur un site qui montrait en temps réel les attaques, les piratages qui étaient lancés sur un certain nombre de pays. On remarque tout simplement une chose, c'est que finalement, quel est le pays qui est le plus attaqué par des attaques, on va dire, extérieures, et c'est pas les États-Unis, c'est la Russie. C'est la Russie qui est le premier pays à être attaqué. On aurait cru croire que limite c'est presque la Chine, mais très clairement la Chine et la Russie sont les deux pays les plus attaqués et ils n'en sont pas en reste pour attaquer évidemment les pays occidentaux et les États-Unis par l'intermédiaire évidemment de groupes de pirates, de groupes de hackers, pour cette guerre, de toute façon, qui existe depuis maintenant de nombreuses années. C'est la guerre de l'information, c'est celui qui va réussir à collecter et à pirater le maximum d'informations, le maximum de données,
des données qui évidemment servent de pression. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, quand vous avez Poutine qui s'amuse à dire que vous savez que si les Américains nous cherchent des poux, nous on a des informations qui pourraient faire très mal à l'image des États-Unis, je pense que c'est pas de la fabulation. On peut s'attendre en effet que la Russie possède beaucoup d'informations contre le régime américain, tout comme le régime américain lui aussi possède un certain nombre de choses. Quoique, depuis quelque temps, on pourrait quand même s'interroger si les États-Unis sont aujourd'hui équipés ou suffisamment équipés de gens compétents pour éviter de se faire attaquer autant. Parce que la dernière affaire, je vous rappelle, plusieurs administrations fédérales ont été piratées par des réseaux qui ont pu être remontés et donc démontrent que ce sont en effet des pirates russes qui ont exfiltré des informations. Alors évidemment, on jouait énormément sur l'émotionnel, et rendez-vous compte, notre pays a été attaqué par des pirates russes dans nos administrations, ils ont exfiltré des tonnes et des tonnes de données sur des Américains, c'est inadmissible, etc. Ouais, sauf que ça permet aussi de planquer le fait, mais attendez, comment ça se fait que ça fait plusieurs fois que les administrations américaines se font attaquer et réussissent à se faire exfiltrer comme ça ou des tonnes d'informations? Il n'y a pas de compétents dans l'informatique, dans ces services fédéraux pour protéger les données. Voilà, mais évidemment, tout est fait pour éviter de se poser la question. Et je pense que d'ailleurs en France, c'est à peu près le même problème. On essaie de détourner l'attention de l'opinion en jouant énormément sur l'émotionnel et sur la sensibilisation par rapport à des thèmes, par rapport à des sujets, pour empêcher finalement l'opinion de se poser les bonnes questions à terme. Donc voilà, en ce qui concerne un certain nombre d'individus vis-à-vis de la justice, que ce soit en France ou même à l'étranger, on passe à la suite. La suite, très rapidement, suivie de ce qui se passe aux États-Unis concernant la présidentielle. Dernière salve, le 6 janvier, nous avons, je crois, 6 ou 9 sénateurs républicains qui ont décidé qu'ils ne valideraient pas l'élection du collège électoral. Soyons clairs, sur Internet, beaucoup aujourd'hui pensent que c'est la solution finale pour permettre à Trump de rester à la Maison-Blanche. Soyons très honnêtes, soyons très clairs, comme je l'ai dit depuis le début, de toute façon, l'État profond, la sphère politique philanthropique, la sphère politique même au sein des Républicains, ne veulent plus de Donald Trump, veulent dégager Donald Trump, donc toutes les manœuvres aujourd'hui juridiques, institutionnelles, constitutionnelles, qui sont lancées par le camp des pro-Trump, que ce soit Lou Giuliani ou d'autres, ne servent en fait à rien. En fait, ça ne sert que faire le show, finalement, c'est-à-dire prouver aux pro-Trump qu'on essaie de tout faire pour essayer de sauver la situation, qu'on essaie de tout faire pour dénigrer, pour démontrer, pour exposer que l'élection américaine, finalement, n'a pas été très démocratique dans le sens où on est en train de dire oui, il y a eu des fraudes, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a obtenu le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire l'élection de Biden. Donc le reste, on s'en fout. On s'en fout de savoir qu'il y a eu des fraudes, on s'en fout de savoir que des machines n'ont pas marché, ont été trafiquées, on s'en fout. Donc voilà. Preuve en est, c'est que vous avez là récemment, je crois, le gouverneur de la Géorgie qui a confirmé que les enquêtes sur les machines à voter Dominion n'a révélé aucune fraude. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc voilà, le vote géorgien a été validé. Ce qui est assez étrange, puisque d'ordinaire, la Géorgie est un État profondément républicain, de tradition, et là, tout d'un coup, bascule démocrate. Je rappelle quand même que la Géorgie, c'est un des États qui est quand même relativement bien peuplé, qui n'a pas beaucoup de grandes villes. La plus grande ville en Géorgie, c'est Atlanta. Mais finalement, on a l'impression que c'est finalement Atlanta qui a décidé pour l'ensemble de l'État. Donc là encore, il y a beaucoup de doutes sur la question. Donc voilà, ne croyez pas ce que malheureusement certains sites internet peuvent dire sur le fait que ça y est, Biden ne sera pas président, Donald Trump va l'emporter le 6 janvier, vous verrez, les choses vont tourner. Non, je rappelle, il y a un peu plus,
ne sais plus combien il y a de sénateurs au Sénat aux États-Unis, mais il y en a, je crois, 28 ou 29 qui sont républicains. 6 ou 9 républicains qui veulent contester le vote, les autres vont voter. Hein, puisque je le rappelle, même au sein des républicains, vous avez quand même une grande partie de républicains qui détestent Donald Trump. Donc ils n'hésitent pas aujourd'hui à trahir finalement leur propre parti pour faire valoir l'accession au pouvoir de Joe Biden et dégager définitivement Donald Trump du pouvoir. Donc voilà, le 20 janvier, rassurez-vous, le 20 janvier, Joe Biden sera bien le 46e président des États-Unis. Et enfin, je terminerai cette vidéo par un petit suivi de la situation économique actuelle, on va dire, plus particulièrement en France. Comme je vous l'ai dit là précédemment, aux États-Unis, la situation va s'aggraver parce que, évidemment, le Covid repart en flèche dans un certain nombre d'États et va donc susciter des retours à des lockdowns, c'est-à-dire à des restrictions à certains niveaux. Évidemment, on pense aussi en France aux restaurateurs, aux bars, qui de toute façon aujourd'hui l'ont appris à leurs dépens que le 20 janvier, il n'y aura peut-être certainement, c'est un pléonasme, mais voilà, de toute façon on est en train de préparer les esprits, ou dire ouais, non, tout compte fait, vous ne réouvrirez pas le 20 janvier. Donc, alors il y a beaucoup de polémiques qui circulent sur Internet concernant les aides financières. Je suis tombé sur un certain nombre de gens qui disent que il y a quand même certains restaurateurs qui pleurnichent, mais en réalité ils touchent des aides, etc. Le problème, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils me sortent leurs arguments, ils me font des liens avec le site qui explique les aides, etc. Mais évidemment, ils font des copier-coller de capture d'écran de ce qui les intéresse dans leurs propos. Et le problème, c'est qu'ils oublient le reste. Ils oublient le reste, c'est quoi? C'est que suivant les secteurs d'activité, il y a des plafonds. Et plus particulièrement en ce qui concerne la restauration et les bars, ils dépendent de certains secteurs d'activité d'entreprises de type PME qui auront des aides, en effet, mais des aides qui sont plafonnées à 200 000 euros. Donc si vous avez une entreprise qui faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, par exemple, même par trimestre, ils toucheront que 20% de leur chiffre d'affaires, mais sur une base de 200 000 euros. Moi, j'ai envie de dire, il y a peut-être en effet des petites entreprises, des petits commerçants, etc., qui arriveront à s'en sortir, mais il y en a d'autres qui aujourd'hui, en matière de frais, alors évidemment, ce qui concerne les frais, c'est vrai que de mémoire, je crois que les frais concernant la masse salariale, ça représente à peu près 34 à 40% de charges d'activité. Alors étant donné que là, leurs salariés soit sont au chômage technique, donc ces entreprises n'ont pas à charge de payer les salaires, mais ils doivent continuer à payer les factures, ils doivent continuer à payer les traites, ils doivent continuer à payer leurs fournisseurs, ils doivent continuer à payer, puisque je rappelle, les fournisseurs, vous savez, ces fameux 30 et 60 jours fin de mois, pareil, vous avez des entreprises qui ne peuvent pas se permettre de couper l'électricité, couper le gaz, etc., parce qu'ils ont des machineries qu'il faut entretenir, etc., donc il y a de la consommation électrique, donc forcément, il faut payer des factures, et puis évidemment, n'oublions pas que les petits commerçants, ils ont des crédits, donc les crédits, il faut bien qu'ils les payent. Alors, pour l'instant, il y a toujours cette question de demander au système bancaire, au système d'investissement, etc., de suspendre évidemment les traites de leurs clients. Sauf que, évidemment, eux aussi, le système financier, si vous lui coupez l'herbe sous le pied de ses rendements mensuels de remboursement des crédits, etc., c'est sur leurs produits même qui sont sur les marchés que vous influez et que là, vous risquez de leur faire faillite, tout simplement. Donc vous voyez, on est aujourd'hui dans une situation où tout d'un coup les gens essaient de se rattraper à la corde pour ne pas admettre la réalité. La réalité, c'est que nous vivons finalement dans un modèle économique qui a été fabriqué mais qui est extrêmement fragile. C'est-à-dire que le moindre petit grain de sable dans les rouages, la machine peut très bien s'arrêter. Et ça, c'est ce que la pandémie aujourd'hui est en train de nous apprendre. Le seul problème, c'est qu'évidemment,
quand vous avez des gens qui ont des intérêts, quand vous avez des gens qui tirent du gain et du rendement de ce système, ben, ils ne veulent pas le voir disparaître, ils ne veulent pas le changer, ils ne veulent pas le modifier, ils veulent pouvoir continuer à fonctionner sur ce modèle. D'où aujourd'hui la pression énorme qui sont faites sur les États, sur les gouvernements, sur les banques centrales, et ben pour allonger le fric, pour allonger les subventions. Pour terminer, je vous donnerai ce petit exemple, même qui, à mon avis, n'est pas forcément lié à la situation pandémique, parce que la situation était déjà économiquement compliquée et difficile pour ce groupe-là. Vous avez le groupe Lagardère, par exemple. Le groupe Lagardère qui était sur le point de se faire racheter par le groupe Bolloré. Sauf que Lagardère se fait racheter par Bolloré. Ah non. Coup de fil, relation, Macron, pas de problème, moi je t'assure, 465 millions, je crois, 465 millions de prêts garantis pour Lagardère. Votre argent. C'est vous qui allez payer hein, les 465 millions, avec les intérêts. Parce que l'État va emprunter 465 millions avec des intérêts qu'il va filer à Lagardère, qu'il va devoir rembourser avec des intérêts. Mais allez savoir, est-ce qu'il va vraiment rembourser? Pas sûr. Je rappelle qu'en 2008, il y a plein d'entreprises, de gros groupes, de gros systèmes financiers qui ont bénéficié de l'argent public, d'aide publique, qui n'ont jamais remboursé. Et c'est pire, c'est que c'est vous qui continuez à payer la facture. Donc vous payez double. C'est-à-dire vous payez à la fois pour sauver ces entreprises, pour sauver ces banques, mais vous payez aussi ces banques avec leurs frais qui se développent au fur et à mesure parce que, vous comprenez, on a une activité, on a des besoins de rendement, de rentabilité. En fait, vous êtes les dindons de la farce. Voilà. Alors, le modèle économique ultralibéral, soit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est arrivé à son bout. Il est arrivé à sa fin de cycle. Sauf que comme vous avez énormément d'acteurs économiques très minoritaires, mais qui dépendent de leurs gains et de leurs intérêts sur ce modèle, eh bien aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour ne pas changer le modèle. Et au contraire, leur permettre d'avoir des outils, leur permettre d'avoir des lois qui vont leur permettre d'asservir encore plus les sociétés, d'asservir encore plus les peuples, de les soumettre à leurs propres lois. C'est-à-dire que ce n'est plus l'État qui va faire la loi, ce sont eux, soit directement ou indirectement, soit directement par leurs activités économiques, en vous obligeant, en vous imposant des normes et des règles qui, même les instituts de consommateurs, que choisir, etc., au bout d'un moment, ne pourront plus contrecarrer. C'est déjà le cas. Hein. Regardez les banques aujourd'hui. Les banques possèdent votre argent. C'est pas vous qui possédez l'argent, c'est elles. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez avec votre argent. Il faut savoir qu'actuellement aux États-Unis, ils sont en train de commencer à profiter de la pandémie pour demander aux gens d'utiliser des cartes de crédit. Sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas parce qu'il y a encore beaucoup d'Américains qui utilisent des espèces. Ils ne veulent pas utiliser leur carte de crédit parce qu'ils sont déjà tellement limites, ils sont tellement endettés, etc., que le 5 ou le 10 du mois, sur leur compte en banque, il ne reste plus que 10 $. Donc ils ne font que fonctionner avec de l'argent liquide. Donc c'est le gros problème qu'il y a aux États-Unis. Même si aujourd'hui, ils vont tout simplement assouplir le système, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir encore plus de droits comment on appelle ça, à la banque alimentaire. C'est pas banque alimentaire, c'est les bons alimentaires, etc. Enfin, c'est le principe du bon alimentaire, sauf qu'aujourd'hui, c'est une carte de crédit. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes bénéficiaire d'un bon alimentaire, vous avez en fait une carte de crédit qui correspond à un compte, et sur le compte est versé tous les mois par l'État fédéral et par l'État la somme dont vous avez le droit, et vous pouvez vous servir d'une carte de crédit et acheter ce que vous voulez avec. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des restrictions. Il y a eu des affaires, par exemple, dans certains États. Je crois, en Caroline du Sud, il y a eu une plainte qui a été déposée, comme quoi vous aviez une famille qui touchait des aides sociales sur donc un compte avec une carte bancaire, et en fait, ils achetaient des tickets de grattage avec. Alors que, évidemment, vous avez des instituts qui disent « Attendez, ça, en fait, c'est de l'argent qu'on donne pour permettre aux gens d'acheter à bouffer, de pouvoir payer le minimum requis, loyer, électricité, etc. Mais pas pour s'acheter des télévisions, des voitures. » Malheureusement, c'est ce qui se passe. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a beaucoup
de certains articles, certains journalistes, certains documentaires qui font allusion justement à ce problème. C'est que beaucoup d'aides sociales en fait servent à acheter autre chose que ce qu'ils sont censés acheter en tant que produit existentiel, produit essentiel. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de familles américaines, par exemple, qui se voient démunies de leurs responsabilités parentales, parce qu'avec des aides sociales pour acheter à bouffer et payer ce qu'il faut pour leurs gamins, pour leur éducation, pour leur santé, etc., en réalité, les gamins passent au second degré, ils préfèrent s'acheter une télé super écran, etc., que d'acheter des bouquins ou d'acheter à bouffer avec de la bouffe équilibrée pour leurs gamins, etc. Voilà, c'est le résultat de toute façon de certain nombre de générations d'Américains totalement irresponsables et totalement immatures. Mais là, ça, voilà, c'est une autre histoire. J'ai déjà fait une vidéo sur ce problème-là. Donc voilà, j'ai envie de dire, le problème des aides, c'est on essaie de se planquer derrière des demandes d'aide sociale, de demandes d'aide financière par rapport à la situation économique, par rapport aux conséquences de la pandémie, etc. Mais aujourd'hui, la pandémie, elle est en train tout simplement de nous montrer qu'il va falloir changer certains modèles économiques. Mais ça, il y en a qui ne veulent pas voir changer le modèle économique. Donc forcément, il va y avoir des clashs. Il va y avoir des conséquences très graves. Très, très graves. Très graves sur le plan social, sur le plan moral. Déjà, de toute façon, on le sent bien, le moral est complètement à zéro chez beaucoup de gens. Parce que soit ils ne peuvent plus bosser, soit ils n'arrivent pas à bosser, soit vous bossez dans des conditions parce que les normes sanitaires imposent, etc. Il faut savoir qu'aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez énormément d'offres d'emploi à temps partiel parce qu'ils ne trouvent plus personne. Parce que plus personne ne veut bosser avec un masque toute la journée. Alors surtout en plus si vous avez des lunettes, forcément c'est impossible. Je veux dire, vous ne pouvez pas bosser dans ces conditions-là. Et il y a un turnover aujourd'hui aux États-Unis dans certains métiers qui est effrayant. Et le problème de ce turnover, c'est que les gens restent peut-être 3 mois ou 6 mois dans le job et en fait ne se perfectionnent pas, ils n'améliorent pas leurs compétences, leurs connaissances sur ce métier. Et du coup, on sent bien aujourd'hui aux États-Unis que la qualité est en train de se perdre considérablement. La qualité, elle se perd tellement qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de courriers dans nos boîtes aux lettres de produits en rappel parce qu'il y a des défauts de qualité ou parce que les produits n'ont pas été... on a constaté qu'il y a eu des problèmes de suivi sanitaire sur ces produits-là, etc. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui démontre qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on est en train d'être confronté à un manque de compétences, à un manque de savoir-faire dans certains secteurs, dans certains métiers. Alors c'est pas partout, vous avez quand même surtout des petites entreprises qui savent réagir intelligemment parce que justement elles sont conscientes, elles ont compris depuis très longtemps qu'aujourd'hui, s'ils ont des éléments, des bons éléments, il faut les caresser dans le sens du poil, voire même c'est pour cette raison que là on commence à réfléchir, et ce qui d'ailleurs est un des arguments aujourd'hui de Joe Biden, c'est d'augmenter le taux horaire fédéral. Taux horaire fédéral qui, je rappelle, actuellement est à 7,83 ou 82, je crois, et Joe Biden veut le monter à 15 $. Donc vous voyez, ça fait vraiment une grosse différence. Mais au moins, ça permettrait, en effet, de maintenir encore peut-être un an et demi l'économie. Mais vous comprendrez bien que les entreprises ne pourront pas payer 15 $ de l'heure. Donc forcément, ça va générer des politiques, des réflexions, des remises en question politiques, de gestion, de logistique, de management, etc. Et donc forcément, ça va faire supprimer, au moins sur les masses salariales, sur les budgets salariaux, ça va sacrifier des heures. Il va y avoir des suppressions de postes, ça c'est évident. On le voit bien déjà chez McDonald's. Alors en France, vous êtes déjà très en avance sur ce procédé-là. Aux États-Unis, ça commence vraiment à se développer, c'est le principe des automates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, vous voyez bien que quasiment,
je pense, tous les chaînes de restauration rapide aujourd'hui développent de plus en plus les automates, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment plus affaire à un caissier ou à un serveur. Ça, aux États-Unis, le principe du serveur, c'est encore assez sacralisé. Mais on commence à en venir à de l'automatisation et déjà aux États-Unis, eh bien, beaucoup de McDonald's sont en train de s'équiper avec des automates et si bien que vous n'avez quasiment plus affaire à des caissiers, vous passez votre commande et même vous pouvez faire votre commande par téléphone. Vous avez même aujourd'hui certaines chaînes de restauration rapide qui sont passées à la livraison. Vous pouvez vous faire livrer, alors soit en utilisant les services Uber Eats, je crois que ça s'appelle, où ils développent leur propre réseau de livraison à domicile. Vous avez également les grandes chaînes de grande distribution qui commencent, alors ils avaient développé les drives, peut-être que vous avez pu voir cette fameuse publicité Walmart il y a maintenant 1 ou 2 ans qui réunissait énormément de clichés, d'éléments cinématographiques des années 80, c'est-à-dire qu'on voyait une DeLorean, on voyait la voiture de Mad Max, on voyait une Rancho une Jeep de Jurassic Park, etc. Donc, et c'était une publicité pour vanter le drive, c'est-à-dire vous commandiez sur Internet vos produits, vous allez au supermarché, vous allez dans le drive et vous récupériez votre marchandise. Et bien aujourd'hui, ces grandes chaînes de distribution sont en train de se lancer dans la livraison à domicile, même si la livraison à domicile pour les grandes chaînes de grande distribution, c'est pas nouveau, ça se faisait déjà, ça se pratiquait, mais c'était quand même relativement cher, c'est-à-dire que ce n'était pas très abordable. Et bien aujourd'hui, cette livraison, elle est gratuite. Elle est gratuite à partir du moment où vous faites, alors je ne sais plus les montants, je crois que c'est à peu près, je crois que c'est peut-être... J'ai pu voir une chaîne qui faisait à partir de 50 ou 60 $ d'achat, d'autres à partir de 80-90 $ d'achat, livraison gratuite. Donc vous voyez, et je pense qu'en France, on va y venir à ce genre de procédé. Parce que voilà, il va falloir s'adapter. S'adapter à la situation, parce que la Covid-19, on n'a pas fini, on n'en est pas sorti, surtout en plus si les variantes finissent par aboutir à un Covid-21. Alors, vaccin ou pas vaccin d'ailleurs. Donc voilà, je veux dire, c'est très clair qu'aujourd'hui, la pandémie, et c'est pour ça d'ailleurs que j'attire votre attention énormément sur le grand reset. Faites très attention à ce qui va se passer. N'hésitez pas à essayer de piocher des informations, etc. sur le grand reset, parce que le grand reset va aussi servir à ça, c'est-à-dire à modifier les modèles économiques, ou tout du moins ce que j'appelle les modèles économiques, c'est les modèles législatifs de l'économie des pays. C'est par exemple en France le droit du travail. C'est-à-dire que le droit du travail va être modifié par le grand reset, parce qu'on va vouloir apporter plus de souplesse, plus de liberté pour l'entrepreneuriat, pour la production, pour sauver l'économie. Donc on va forcément sacrifier des droits, on va sacrifier des acquis sociaux. Déjà, regardez en France, il y en a qui commencent depuis maintenant 1 ou 2 ans à essayer de préparer les esprits, à supprimer un certain nombre de jours fériés, peut-être à supprimer les 35 heures, ou garder les 35 heures, mais permettre de mettre en place des lois qui permettraient aux employeurs de faire travailler les gens un peu plus, etc., en dehors du principe des RTT, mais avec des heures supplémentaires, mais des heures supplémentaires qui sont en règle générale actuellement dans la loi majorée, et bien en fait on va faire en sorte d'assouplir le système pour ne payer des heures supplémentaires qu'au taux normal. Je crois d'ailleurs qu'il y a certaines conventions collectives dans certains secteurs d'activité en France qui ont déjà appliqué ce principe par des accords de branches internes, soit au sein de certaines entreprises ou à l'échelle d'un corps de métier. Mais vous voyez, de toute façon, c'est pour ça que je vous dis, observez bien les syndicats dans vos entreprises, observez bien les comités d'entreprise dans vos entreprises, parce que je pense que d'ici 6 mois, vous allez voir de l'agitation dans ces milieux-là. Puisque je rappelle, dans les grandes entreprises, les entreprises qui ont des comités d'entreprise, c'est souvent les comités d'entreprise qui sont en négociation avec les partenaires sociaux, les syndicats, dans les négociations d'accords de branche, pour des négociations, pour changer des textes, changer des règles, etc. et des principes. Donc voilà, l'année 2021, dites-vous bien, va y avoir des changements, alors des changements peut-être bénéfiques, des changements négatifs, etc. Mais très clairement, à l'allure où vont les choses, vu les pouvoirs, les influences qui sont en place,
je suis très pessimiste sur le droit même, la protection même des droits des salariés dans les entreprises. Je pense que les codes vont radicalement changer. Je pense qu'il va y avoir des assouplissements plus dans un sens ultralibéral que protectionnisme social. Donc ça, faites très attention parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, il va se passer beaucoup de choses. Et donc pour revenir aux aides financières qui sont allouées aujourd'hui pour aider les acteurs économiques qui sont obligés de fermer, pour l'instant on a très peu d'informations. Vous avez beaucoup d'associations, vous avez beaucoup de mouvements qui aujourd'hui essaient de communiquer pour essayer de sensibiliser la population sur le problème. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à suivre un petit peu ce mouvement-là, parce que malheureusement, là encore, j'ai eu une question justement d'une personne sur Twitter qui m'a dit oui, mais détruire tous les pans des petits commerces de proximité, etc., ça sert à quoi? Et je lui ai répondu, j'ai dit mais ça sert tout simplement à ouvrir la porte à d'autres marchés. C'est-à-dire que si, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis, dans les centres-villes des États-Unis, aujourd'hui vous pouvez aller dans les grandes villes, alors New York fait un peu exception parce que c'est New York, mais toutes les grandes villes américaines, aujourd'hui vous allez dans les centres-villes, vous verrez que le commerce de proximité n'existe plus. Quasiment plus. C'est-à-dire que là, il faut sortir un petit peu des sentiers battus pour trouver des commerces un peu plus de proximité. Mais aujourd'hui, la plupart des commerces qui sont dans les centres-villes, ce sont que des chaînes. Ce sont que des chaînes. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est si dans votre ville, vous avez par exemple un petit épicier, un maraîcher ou un crémier, une boulangerie ou un truc comme ça, eh bien, ce sont des commerces indépendants. Eh bien, ces commerces-là, il faut les éliminer. Il faut les éliminer, pourquoi? Eh bien, pour laisser la place aux grandes chaînes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un boulanger qui fait son propre pain tous les matins en se levant à 5 heures du matin, eh bien ce sera en fait des magasins qui vous vendront du pain industriel qui sera livré à 6 heures du matin, provenant d'une usine de fabrication à grande échelle, et finalement vous aurez du pain dégueulasse, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans les supermarchés. Ça sera d'ailleurs vous le voyez déjà. Regardez toutes ces épiceries fines qu'on avait, ce qu'on appelait plus communément, sans vouloir faire de discrimination par rapport à ça, mais parce que ça fait partie du langage courant aujourd'hui, c'est les fameux épiciers arabes. Ces fameux épiciers arabes aujourd'hui, ils sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître pourquoi? Parce qu'ils se font tout simplement racheter par des filiales de grands groupes de grande distribution. Et donc ils sont obligés, moi j'ai connu, là où j'habitais avant, il y avait juste en bas de chez moi, il y avait un épicier arabe, jusqu'au jour où il s'est fait racheter, alors je ne sais plus par quel groupe, je crois que c'était une filiale du groupe Carrefour, si ma mémoire est bonne. En l'espace de quelques semaines, tu voyais qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre, pourquoi? Tout simplement parce qu'on leur imposait de prendre des produits qu'ils ne vendaient pas ou qui n'avaient pas le débit suffisant pour vendre. Le seul problème, c'est comme c'était des franchisés, parce qu'ils sont fait racheter mais ils sont restés en tant que franchisés dans cette épicerie, mais on leur a imposé de prendre des produits dont ils n'avaient absolument aucune demande. Sauf que le problème, c'est que c'est des produits qui pèsent sur le bilan, qui pèsent sur les comptes d'activité. Bon, et malheureusement, j'ai appris récemment que cette épicerie a fini par fermer parce que voilà, ils en avaient assez. Ils en avaient marre de se faire imposer une politique qui ne correspondait pas du tout au profil de commerce de proximité qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes chaînes se débarrassent d'un certain nombre de produits en fin de série ou des gros stocks qu'ils ont rachetés pas cher et qu'ils ont trop pour les supermarchés. Donc ils refilent ça, ils refourguent ça dans les réseaux, dans les filiales, etc. Mais ces filiales se retrouvent avec des produits qui ne servent à rien. Moi, j'ai connu cette expérience-là quand je m'occupais de la gestion d'un comptoir. On m'a imposé d'acheter des bonbons à la menthe qui étaient vendus, alors à l'époque c'était vendu je crois 24 francs, ce qui était très cher déjà pour l'époque, pour un paquet de bonbons. Et un jour, j'ai eu l'audace de dire, parce que je n'en commandais pas, on m'a dit, mais il faut commander ces bonbons-là. J'ai dit, mais je ne vais pas commander des produits que je ne vends pas.
Vous savez ce que j'ai entendu? On dit, mais parce que vous ne savez pas les vendre. J'ai dit, pardon? J'ai dit, mais c'est pas de question de ne pas savoir les vendre. J'ai dit, même vous, si vous allez à la supérette qui est juste en face, vous avez le même paquet de bonbons à 2,50 francs. Pourquoi vous irez vous faire chier à aller au cinéma, à acheter le paquet de bonbons à 20 balles, c'est-à-dire 10 fois le prix? Bon, ça pas, ils n'ont pas aimé. Pourtant, c'est logique. Je veux dire, tu développes une activité commerciale, d'accord, je veux bien admettre, il faut du profit, il faut du gain, il faut du rendement, donc tu mets de la marge. En plus, dans un cinéma, on considère que c'est un service, que c'est pas de la restauration pure, donc c'est un service supplémentaire. Donc, les gens, oui, payent un peu plus cher. Mais il y a une différence entre faire payer un peu plus cher et faire payer cher. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que si vous êtes encore un petit peu dans la comparaison des produits, pourquoi vous achetez une bouteille d'eau alors je ne sais pas combien elles sont aujourd'hui, mais moi à l'époque, c'est peut-être une bouteille d'eau dans un supermarché, une petite bouteille d'eau 33 centilitres, c'était peut-être 1,50 € ou 2 €. Quand vous alliez au cinéma, c'était 5 €. Il y a un moment donné, vous dites, non, là, bon, il y a des gens qui achètent, tant mieux, mais aujourd'hui, on n'est plus dans la situation il y a 10 ans où les gens ne faisaient pas attention au prix et donc achetaient inconsciemment, sauf que là, aujourd'hui, les gens, ils font attention maintenant au prix, parce que l'argent, aujourd'hui, ne se gagne pas avec des 100 et des 1000, et que fatalement, les gens commencent à réagir, à faire attention à ce qu'ils dépensent, à ce qu'ils achètent, etc. Ça rejoint d'ailleurs, petite parenthèse, avec l'e-commerce. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, oui, il ne faut surtout pas acheter Amazon, etc., il faut sauver les petits commerces, etc. Je suis d'accord pour sauver les petits commerces, mais sauf que le problème, c'est que faut aussi penser que les gens qui veulent acheter un produit, s'ils voient dans le petit commerce le produit, il est à 100 €, alors que sur Amazon, il est à 55 €, il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des philanthropes. Je veux dire, la solidarité, ok, mais jusqu'à une certaine limite. Alors, c'est pour cette raison qu'en revanche, moi, je suis partisan de défendre l'artisanat, c'est-à-dire de défendre les petits commerces de proximité qui vendent des produits locaux, qui vendent des produits... Là, en effet, peut-être que vous payez plus cher, mais au moins vous payez plus cher des produits qui font fonctionner une chaîne économique locale. Mais quand vous avez des magasins qui achètent des produits qui leur sont revendus par des grandes chaînes, des grandes centrales, etc., et sur lesquels ils te mettent une marge, parce que eux aussi, ils ne peuvent pas acheter des produits par 100, donc ils sont obligés d'en acheter par 12, mais par 12, ils sont obligés de mettre une marge de 2 à 3. Il y a un moment donné où le marchand de pompes, de fringues, etc., non. Si vous avez des chaussures qui vous plaisent, et que vous voyez le prix à 90 € et puis que vous dites je vais quand même regarder sur Amazon, et puis que sur Amazon vous trouvez exactement les mêmes pompes et que vous avez en mémoire la taille que vous avez essayé dans le magasin et que vous les voyez à 50 €, comment vous allez faire comprendre à cette personne que oui, mais alors tu comprends, si tu achètes sur Amazon, tu vas tuer le petit commerce, etc. Non. C'est exactement ce que j'avais expliqué par rapport aux salles de cinéma dans une autre vidéo. C'est qu'il y a un moment donné où les modèles économiques ne peuvent pas continuer à fonctionner sur le modèle actuel. Il va falloir les faire évoluer. Sauf que faire évoluer, ça veut dire évoluer dans le bon sens, mais au détriment, évidemment, d'un intérêt. Et ce qui, malheureusement, aujourd'hui, est une évidence, c'est que l'intérêt, l'intérêt, c'est le capital. Et le capital, il ne veut pas perdre son intérêt. Donc il veut persister, continuer à avoir un modèle économique, fonctionner, mais qui ne peut plus fonctionner en l'état. Et donc, quelle est la solution pour sauver le capital? C'est tout simplement casser les barrages, casser les portes, casser les garde-fous, casser les règles, casser les codes. C'est-à-dire que là où le client est roi et le client choisit le produit, on va faire en sorte que demain, il n'ait plus le choix du produit, qu'il ait le seul choix d'acheter ou pas acheter, mais qu'il n'aura plus la diversité de choix. C'est de la globalisation, Et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Donc à partir de ce moment-là, quand on réduit les choix et que ces choix s'accordent pour faire une gamme de prix identique, ben finalement, c'est déjà le cas. Hein, c'est déjà le cas, regardez avec les opérateurs Internet aujourd'hui. On vous dit, on a voulu libéraliser le marché de la communication, c'est-à-dire que France Télécom n'a plus le monopole, donc on a ouvert le marché, donc vous avez d'autres opérateurs qui sont arrivés, vous avez eu SFR, vous avez eu Free, vous avez eu etc. Bon, mais c'est des modèles économiques qui, en réalité, ces opérateurs achètent de la prestation, achètent du service à l'opérateur historique, et ensuite développent des politiques commerciales pour l'arrivement à leur même prix. Sauf qu'il arrive un moment où la compétition, elle n'est plus possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, vous avez encore de la chance, c'est que vous avez certains opérateurs comme, je ne sais plus, c'est Free ou SFR, qui, à un moment donné, a cassé les prix. Donc les autres ont été obligés de s'aligner. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, alors je ne sais plus si c'était sur quel marché, où je crois que c'est les téléphones portables, où finalement, au niveau des prix des abonnements, les opérateurs se sont accordés. Alors ce qui n'est pas légal, puisque dans un marché de libre concurrence, chacun doit pouvoir faire une offre concurrentielle. Or, à partir du moment où vous vous accordez, il n'y a plus d'offre. C'est exactement le problème qu'il y a aux États-Unis. Pourtant, les États-Unis, c'est un marché colossal. Sauf que vous avez aux États-Unis différents opérateurs de téléphones portables. Sauf que quand vous faites la comparaison des prix, ils sont quasiment tous pareils. Il n'y en a pas un qui est moins cher que l'autre. Alors ils jonglent un petit peu sur certains services, etc. Ils essaient de se faire une petite compétition sur, alors nous on vous offre un téléphone, nous on vous offre, etc. Mais il y a toujours une contrainte derrière. Il y a toujours un barrage, il y a toujours une limite. Et finalement, vous vous rendez compte que, en réalité, ils sont tous maqués les uns les autres. Ils sont tellement maqués les uns les autres que moi, quand je dis aux Américains, mais vous savez qu'en France, par exemple, quasiment tous les opérateurs sur une ligne fixe, par exemple, qui dans leur service ont la ligne fixe, l'appel à l'international aujourd'hui est gratuit. Enfin, pour Free, en tout cas, l'appel est gratuit. Mais vous savez qu'aujourd'hui, en France, vous pouvez avoir un Internet pour moins de 25 €. Donc 25 $. Non, parce que ici, c'est au moins 30, 40 à 50 $, un abonnement Internet. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de rajouter, pour des prix modiques, des services supplémentaires, raison pour laquelle, eh bien aujourd'hui, AT&T, qui est l'opérateur historique, l'équivalent de France Télécom en France, qui pareil aujourd'hui a de la concurrence, mais c'est lui qui a majoritairement la gestion des réseaux, l'installation des réseaux, etc. Même si d'autres sociétés aujourd'hui ont aussi maintenant leurs installateurs propres, techniciens propres. Aujourd'hui, ils ont lancé l'opération de proposer dans les abonnements Internet HBO Max, par exemple. Souvenez, HBO Max, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, Warner, les fameux films, les blockbusters de 2021 qui sont proposés en simultané en salle et sur HBO Max. Alléchant, dites-vous. Donc les autres opérateurs aujourd'hui sont en train de faire des recherches pour pouvoir soit s'associer ou créer des plateformes de streaming pour pouvoir faire les mêmes offres que AT&T. Donc voilà, la guerre elle est là. Mais le problème, c'est que les prix des abonnements de base, c'est-à-dire le prix d'un abonnement Internet, lui, il est toujours très cher. Beaucoup plus cher que ce qu'on a en France. Alors que pourtant, aux États-Unis, c'est quand même 378 millions d'habitants, donc c'est-à-dire au moins minimum 200 millions de consommateurs. Donc, allez, voilà. Il y a en effet, par contre, un secteur dans lequel il n'y a pas où là il y a vraiment une compétition réelle de prix, c'est les stations-service. Alors là, les stations-service aux États-Unis, vous avez des endroits où vous en avez mais un paquet, et vous avez des fois des différences de prix qui partent de aller à 1,90 $, et vous allez avoir une station-service peut-être 500 mètres plus loin qui, elle, va faire le gallon à 1,50 $, voire 1,40 $. Comme nous, par exemple, en Caroline du Nord, nous sommes frontaliers avec la Caroline du Sud, on va en Caroline du Sud, là où ici on va avoir une essence à 1,40 € ou 1,50 € le gallon, en Caroline du Sud, on va l'avoir à 1,19 €.
Donc là-dessus, en effet, voilà, il y a de la compétition. Alors, le problème, l'inconvénient de la compétition, c'est que forcément, il arrive un moment où il y a des gagnants et des perdants. Mais du coup, vous, en tant que consommateur, vous vous retrouvez des fois dans des zones où vous avez 36 stations-service pour 5 km². Donc vous avez largement le choix. Allez savoir pourquoi. Donc c'est aussi un peu ça le défaut de l'ultralibéralisme, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de régulation. C'est-à-dire que si vous avez 5 restaurants chinois qui veulent s'installer exactement au même endroit, eh ben, ils peuvent s'installer tous au même endroit. Ils veulent piquer la clientèle, etc. Et ce qui fait que c'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez peut-être vu des images, des vidéos de centres commerciaux abandonnés, tout simplement parce que ces centres commerciaux-là, il y a un autre centre commercial qui est arrivé 200 mètres plus loin, mais qui était plus moderne, qui était plus adapté, etc. et a tué des autres centres commerciaux. C'est-à-dire qu'il y a une surabondance. Voilà, c'est la fameuse surabondance, la fameuse surconsommation américaine qui de toute façon laisse toujours des traces derrière elle et laisse toujours des morts derrière elle. Donc voilà, ça c'était la petite aparté du système économique américain. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des informations ou un sujet en particulier sur les États-Unis, comment ça fonctionne au niveau de la société, de la population, de la culture, etc., n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, je suis tout à fait prédisposé à vous faire une vidéo là-dessus. Je sais que Pierrot m'avait proposé de faire une vidéo sur BlackRock. J'y travaille, je n'ai pas oublié, pas de problème. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo première vidéo donc de la nouvelle année, donc saison 3, nouvel habillage, j'espère qu'il vous plaît, et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, je rappelle, je ne suis pas monétisé, n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que c'est quand même bien, ça donne un peu plus de visibilité et de crédibilité à cette chaîne, et puis je rappelle encore une fois, je ne fais pas ça pour être monétisé et je ne serai pas monétisé sur cette chaîne. Et dans une précédente vidéo, j'avais dit que peut-être j'ouvrirais peut-être un compte sur Odyssey. Néanmoins, sur Odyssey, je suis en train de regarder un petit peu quelque chose qui m'interpelle. Peut-être que pareil, j'en parlerai dans une vidéo de ces supports dissidents, de ces supports alternatifs qui sont en train d'émerger suite aux censures qu'il y a sur Twitter, YouTube, etc. Parce qu'il y a des choses, il y a quelques petits flous sur lesquels j'aimerais mettre un petit peu de clair, parce que peut-être que ça se veut dissident, ça se veut indépendant, alors que peut-être en effet derrière les coulisses, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être assez surprenant. Mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo de Quoi de neuf.